Bonsoir et bienvenue à tous. Nous remercions la régie, idem pour la réalisation. Merci à tous les Sénégalais qui nous suivent ce soir, ce dimanche, dans cette émission Éclairage, où nous avons l'honneur de recevoir M. Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall est le président du mouvement politique La République des Valeurs, ancien ministre de la République. Vous êtes ingénieur en aviation civile, entre autres compétences et expériences que vous avez glanées tout au long de votre carrière professionnelle, à la fois politique. Monsieur le ministre, monsieur le président, merci d'avoir effectué le déplacement ce soir pour échanger avec nous, pour échanger avec les Sénégalais. Je voudrais vous remercier, cher Bamba, de m'avoir permis de faire face aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs et de donner mon point de vue sur ce qui s'est passé lors de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Alors, monsieur le ministre, monsieur le président de la République des Valeurs, vous faites partie des leaders qui n'ont pas pu passer le cap du parrainage. Nous commençons par le parrainage puisque c'est dans l'air du temps, à la veille de la présidentielle de 2019, de février 2019, 24 février précisément pour la date, nous y reviendrons. Alors, vous avez été recalé à la suite de la supervision des signatures par le Conseil constitutionnel. Du coup, vous n'êtes pas également dans la liste des 5 candidats retenus provisoirement par le juge constitutionnel. Au-delà des motifs qui vous ont été certainement signifiés par le Conseil constitutionnel, à l'interne, j'imagine que vous vous êtes réunis pour faire un examen interne, essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement. Alors, suite à cette réflexion, qu'est-ce que vous avez retenu que cela peut-être a été à l'origine, disons, de ce qui se passe aujourd'hui, que vous ne pouvez pas passer le cap du parrainage? Oui, je voudrais dire que le parrainage est un processus nouveau qui a été introduit dans la Constitution et le processus électoral sénégalais à l'effet d'éliminer des candidats. C'est très clair dès le départ. L'objectif visé, c'était de dire qu'il y a trop de candidats aux élections et qu'il faut trouver un mécanisme pour filtrer. Ce que vous parlez démocratique, c'est pour cette façon filtrer, de... Oui. Non pas sur la base, parce que l'élection présidentielle, c'est le moment d'échanger en profondeur sur l'importance, sur les idées capitales qui doivent structurer notre pays. Donc non pas d'échanger pour que des courants politiques, des idées, des hommes politiques avec des propositions novatrices puissent être présents, mais pour éliminer des adversaires. Point. Et je dois dire très fortement 2 ou 3 choses. Que la loi a été conçue pour permettre dès le départ, notez bien, que la fraude l'emporte sur des erreurs. Je reviendrai dessus. Et deuxièmement, le Conseil constitutionnel s'est fait complice de l'exécution froide d'un plan arrêté par l'exécutif à l'effet d'obtenir 5 candidats, le nombre de candidats souhaités par l'exécution. Et je vais essayer de le démontrer au cours de nos entretiens. Pourquoi je dis, nous sommes le seul pays au monde, où une loi portant sur le parrainage favorise la fraude sur l'erreur. On dit que quand quelqu'un a signé 2 fois pour 2 candidats, a parrainé 2 candidats différents, c'est le premier qui a déposé sa liste qui emporte le parrainage. Donc, on tolère, nous sommes le seul pays au monde où le faux est reconnu et validé par la loi. Alors que l'erreur matérielle, c'est-à-dire que vous vous appelez Cheikh Bamba, j'ai fait une erreur matérielle sur votre nom, ce qui me permet éventuellement, parce qu'on a votre numéro de carte d'identité, on a votre numéro d'électeur qui sont uniques et qui permettent, si on regarde le fichier électoral, de reconnaître de manière unique que c'est bien vous qui avez parrainé. On élimine ces cas-là. Contrairement d'ailleurs à ce que avait arrêté la Direction générale des élections, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, qui s'était largement expliqué dessus vis-à-vis de nos représentants, mais qui aussi avait communiqué dessus. Vous avez la vidéo de M. Bernard Kassimir Cissé qui dit que s'il y a une erreur matérielle sur son nom, parce qu'il s'appelle Casimir, et qu'on ajoute 2 S, ça ne devrait pas être un motif pour éliminer le parrainage ayant pour but de s'assurer qu'un électeur a pu signer pour Thierno Alassane Sall. Or, le Conseil constitutionnel a fait fi de cette évidence, de cette réalité.
et de ces propositions, de ces positions du ministère de l'Intérieur pour invalider, en ce qui nous concerne, 18 000 parrainages. 18 000. Sur la simple base qu'il y a eu un S qui manque ici sur le prénom ou un N qui manque là-bas, ou par ailleurs, des gens ont été déplacés. Parce que vous vous souviendrez qu'on a dit dès le départ que le fichier électoral comporte beaucoup d'erreurs. C'est un fichier contesté et contestable. Et dès l'instant où le fichier est contesté, le Conseil constitutionnel aurait dû s'assurer qu'il dispose d'un fichier qui est correct et sur lequel il ne peut pas y avoir d'électeurs disposant d'une carte dûment délivrée par le ministère de l'Intérieur, avec centre de vote, bureau de vote, etc., numéro d'électeur, et que cet électeur ne figure pas sur les listes électorales. Par ailleurs, des électeurs, comment on peut nous disposer d'une carte d'électeur où c'est écrit « M. Cheikh Bamba Faye vote dans telle région » et que sur le fichier dont dispose le Conseil constitutionnel, M. Cheikh Bamba Faye est dans une autre région. Mais le plus grave, c'est qu'il y ait un déni de toutes les règles élémentaires et universellement admises de bonne justice. C'est que le Conseil constitutionnel a jugé sans nous dire comment le logiciel a été établi. Qui a établi ce logiciel? Quelles sont les performances et les cahiers de charges? C'est que la société civile quand même a dit également. A reconnu, oui. Parce que le Conseil constitutionnel ni le juge ne doivent pas inventer la loi et les règles. Ils ne doivent pas remettre en cause des principes universellement admis de droit. C'est-à-dire que quand on doit nous juger, si on est au pénal, on a un code de procédure pénale qui dit comment on doit être jugé. Le juge n'invente pas sa procédure. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne peut pas aller chercher un expert non agréé, non connu, non assermenté, utilisant des méthodes, s'il s'agit par exemple de médecine, des méthodes inconnues de la médecine. Très bien. Ici, en l'occurrence, oui. on a eu un expert ou des experts dont on ne sait pas d'où ils viennent. Très bien. De quel fichier, de quel logiciel ils utilisent, sur quelle base ils nous jugent. C'est comme ça. Et tout cela, vous mettez sur le dos du Conseil constitutionnel. Parmi les motifs de rejet, vous parlez de quelques 4 000 signatures qui ont été recalées. Vous parlez de motifs, notamment sur des erreurs concernant l'écriture. Mais est-ce que par rapport à l'identification, vous avez rempli toutes les conditions, par exemple? Nous avons déposé 58 000 signatures que nous avions passé au crible parce que nous disposions du fichier de 2017 et nous avions vérifié que pour l'essentiel, sauf les nouvelles inscriptions, ces noms figuraient bien dans le fichier de 2017. Le Conseil constitutionnel nous a retiré quelques 30 000 signatures dites valables. A dit que nous avons 9 000 doublons, c'est-à-dire que des parrainages qui figurent sur d'autres listes, oui. mais qu'on aurait pu éventuellement remplacer. Et qu'il y a 18 000 autres motifs. Autres motifs, c'est un critère extrêmement sombre, on nous dit non-conformité. Qui n'est pas défini. Pour l'essentiel, c'est des erreurs sur le nom, le prénom, ou sur un numéro, soit d'électeur, soit de CEDEAO. Or, il suffit de disposer simplement du numéro d'électeur ou du numéro de la carte CEDEAO pour retrouver l'ensemble des autres informations parce que le Conseil constitutionnel dispose du fichier de manière générale. Si ici à Excaf, je viens avec simplement ma carte d'abonné de TNT, vous pouvez retrouver toutes les informations me concernant. Donc le Conseil constitutionnel ne voulait pas retrouver, contrairement encore une fois à ce qu'avait dit le ministère de l'Intérieur. Son souci, c'était d'éliminer le maximum de gens. Je donne un exemple. On se trompe sur un N final d'un nom de communant. Ils disent non conforme. On leur apporte la carte d'électeur de la personne en question en disant que c'est certainement soit une erreur de saisie lors du passage du fichier papier vers le fichier électronique, soit alors une erreur sur leur propre logiciel. Ils s'en moquent éperdument. Ils considèrent, contrairement à ce qu'avait dit le ministère de l'Intérieur, contrairement à toute logique, qu'il faut arrêter à éliminer le parrainage. Et ensuite, le Conseil constitutionnel énonce une contre-vérité flagrante. Laquelle? Quand on est allé, après la publication des PV de vérification,
on a déposé des recours en disant, et on a tenu beaucoup de conférences de presse, l'opposition, en disant qu'ils n'ont pas regardé les fiches papier. Vous verrez que dans la décision qu'ils ont délivrée le jour de l'affichage de la liste provisoire, dans leur considérant numéro 10, il dit, après avoir examiné le fichier électronique et les fiches papier, ce n'est pas vrai, ils n'ont pas pu examiner plus de 6500 fiches par candidat pour 27 candidats, ce qui fait plus de 200 000 fiches. Entre le moment où ils ont procédé à la vérification devant nos représentants, où ça a duré 30 minutes, et le moment où ils ont fait leur décision finale. Quand un conseil constitutionnel, dans un pays normal, énonce des contre-vérités aussi flagrantes, et alors que les citoyens n'ont aucun moyen de faire recours après, et c'est pratiquement la loi divine. On décrète et personne ne peut derrière, parce que le Conseil constitutionnel, ses décisions sont insusceptibles de recours. Oui. Ça, c'est quand même malheureux dans Très bien. pays. C'est dommage également que le Conseil constitutionnel ne s'est pas élargi sur ces griefs-là, en tout cas, qu'on lui reproche. Vous n'êtes pas le seul, il y a beaucoup de candidats de l'opposition qui le font. C'est dommage que le Conseil n'a pas fait de sortie officielle pour s'expliquer, mais nous disons que ceux qui sont du camp du pouvoir, notamment autour les partisans du chef de l'État, Macky Sall, n'ont pas manqué de dire que ceux qui ont été recalés, c'est parce que simplement ne sont pas allés travailler. Ils ne se sont pas préparés par rapport au parrainage. Peut-être qu'ils ne l'avaient pas pris au sérieux. Ils ont passé tout le temps à contester. Et j'ajoute que peut-être certains, peut-être ça peut être votre cas, des gens qui sont allés vite, peut-être en besogne. J'ai dit que vous avez quitté le gouvernement ou expulsé du gouvernement ou limogé du gouvernement, c'est selon, en mois d'avril 2017. En octobre, déjà, vous annoncez votre mouvement politique et vous avez l'intention justement d'aller participer à la présidentielle. Est-ce que dans ce délai réduit, vous êtes assez préparé pour pouvoir, disons, avoir beaucoup d'électeurs qui puissent vous aider à passer d'abord le cap du parrainage, espérer être élu du président de la République? C'est vraiment malheureux, excusez-moi de le dire comme ça, mais vous êtes en train d'émettre un jugement qui correspond à ce que... Je pose une question. Dans votre question, vous aurez pu poser la question d'une autre manière, mais votre question est déjà un jugement et je vais y répondre. Ouais. Et je vais vous dire quoi. Et c'est simplement, votre question est caractéristique de ce que les Sénégalais acceptent facilement de certains intellectuels sénégalais. Je ne dis pas les Sénégalais. Les Sénégalais, dans leur majorité, ont rejeté le pouvoir en place. Et vous le verrez. Très bien. Mais de ce qu'une partie de l'élite sénégalaise, installée confortablement dans leur salon, se permet de juger du travail qu'on fait à travers le pays sans chercher à descendre sur le terrain, se confronter à la réalité et voir faire le travail de recherche que tout chercheur devait faire, premièrement. Deuxièmement, vous savez que des milliards ont été investis dans ce pays pour acheter des parrainages. Vous le savez très bien. Vous n'en parlez que très rarement. Je ne suis pas en train de vous juger aussi, hein, mais je dis, puisque vous me posez des questions, est-ce que nous n'avons pas voulu faire des raccourcis? Je vous dis. Tous ceux qui font les analyses feignent d'ignorer que des milliards ont été investis et que tous les moyens de l'État, ce n'est pas l'APR qui était face à l'opposition, c'était les moyens de l'État et l'administration centrale qui étaient en face de l'opposition pour siphonner l'ensemble des parrainages et empêcher à l'opposition de pouvoir disposer du nombre suffisant de parrainages. C'est extrêmement grave. La direction à l'entrepreneuriat rapide, pourquoi on l'a inventé en ce moment précis? C'était pour pouvoir disposer des cartes d'électeurs des gens et à leur insu les faire parrainer. Vous allez sur le terrain, vous dites à quelqu'un, parrainement, ils disent, ah, ma carte d'identité, j'ai peur qu'après vous avoir parrainé de me retrouver sur 2 listes. Et ils ont communiqué sur ça en disant, faites attention, on a pris vos cartes, mais si vous ne faites pas attention, si vous parrainez quelqu'un d'autre, peut-être que nous, on vous a mis sur nos listes, vous risquez de vous retrouver au tribunal. Deuxièmement, dans nombre de zones du pays, j'ai dit et redit moi que la BMS me suivait. Et que quand j'avais des gens avec qui je commençais à discuter ou qui commençaient à nous supporter sur le terrain, on les appelait, on les acculait. Ah oui? Et n'empêche, oui, on a pris des photos, on a les numéros des voitures. On nous a suivis, par exemple, lors de notre dernière sortie, juste avant la fin du processus de parrainage, à Kaolack jusqu'à Nioro. On appelait nos représentants là-bas. Le représentant local de la BMS, monsieur
Alioune Fall. Et ce n'était pas pour votre propre sécurité, vous non, pensez? Non, mais pour qui vous a mis en rapport avec Thierno Sall? Pourquoi vous le supportez? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est en contact avec qui? Pour pouvoir après faire le travail de sape autour de nous. Malgré ça, on a réuni nos 58 000 parrainages. Si le pouvoir voulait dire qu'on n'est pas, ou si quelqu'un jugeait qu'on n'est pas capable d'aller, on n'avait qu'à laisser les gens se présenter aux élections, on verrait qui est capable de mobiliser ou pas. Aujourd'hui, ils savent que dans une bonne partie de la région du Fouta, de Podor, de la région de Saint-Louis, où on a pu totaliser près de 6 000 parrainages, dans des conditions extrêmement difficiles, étant pratiquement du nord au sud de la région. Dans la région de Thiès, dans la région de Diourbel, dans la région de Dakar, à Pikine, on est en train de nous implanter assez solidement. Figurez-vous que dans la région de Sédhiou, où je n'ai jamais été, on a pu collecter plus de 1000 parrainages grâce à des gens décidés sur le terrain. Les Sénégalais savent, ceux qui sont en train de prendre des positions politiques pour leur intérêt et pour défendre que l'intérêt du Sénégal, et ceux qui font de la politique pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour rien. Là également, c'est malheureux que les analystes ne s'y concentrent pas. Pas pour rien que l'argent a pris une dimension colossale dans ces élections. Et on va le voir. Et parmi, je ne dis pas tout, parmi les candidats retenus, il y en a qui vont faire débauche de moyens importants. Et on doit s'interroger sur l'origine de ces moyens. Des scandales ont éclaté ici concernant le zircon et d'autres choses. On n'en parle plus, on fait comme si c'était pertes et profits. Alors, pour revenir à votre question. La politique, ce n'est pas une histoire de jeu. Ce n'est pas aussi une histoire de nombre seulement. Vous savez, aux États-Unis, il y a deux grands partis seuls qui peuvent gagner les élections. Le Parti démocrate et le Parti républicain. Et si vous vous souvenez, Al Gore a raté les élections en 2000, je pense, ou en je ne sais plus quelle année exacte, parce que Ross Perot, qui était un environnementaliste, qui avait des idées fortes à défendre, s'investissait pour pouvoir défendre ses valeurs et ses idées durant les campagnes électorales. La politique, c'est une question de principes et d'idées et d'idéaux qu'on veut vendre, entre guillemets, aux électeurs. Et s'il faut prendre 10 ans, 20 ans, je ne parle pas pour ce qui me concerne, oui. Je parle généralement, il faut prendre le temps nécessaire pour pouvoir convaincre les gens et les amener à suivre les... Très bien. En attendant quand même que vous en arrivez là, aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes en face d'un système que vous avez dénoncé, le parrainage, aujourd'hui le Conseil constitutionnel, en tout cas qui a proclamé la liste provisoire des candidats qui ont été retenus, 5, 4 donc face aux candidats sortants, le président Macky Sall qui est là pour sa propre succession. Mais l'opposition s'est radicalisée aujourd'hui et qui a engagé un combat autour de ce qu'on appelle une coalition 25, c'est 25. La méthode utilisée aujourd'hui par l'opposition qui, surtout avec les jeunes, sont dans la rue. Est-ce que cette méthode forte, vous pensez que c'est la meilleure pour aujourd'hui faire reculer le pouvoir en place, notamment à ce qu'on appelle le recul de la démocratie? Je dois dire aussi que ce qui m'effraie un peu dans les perspectives de ce pays, c'est qu'on pense qu'il y a la politique, c'est l'affaire des politiciens et qu'il y a un pouvoir face à l'opposition. Il est heureux que la société civile ait pris des positions quant au processus de parrainage en dénonçant les dérives ou les manquements qu'elle a pu constater. Mais des positions qui n'ont pas payé, hein, si on regarde ce qui se passe, la dénonciation, mais si on vous prend au mot... J'en viens, oui. Oui. Je veux venir justement au fait qu'il y a une apathie citoyenne. Or, la démocratie, la transparence, le fait de pouvoir se choisir librement ses dirigeants, ce n'est pas un bien pour Thierno Alassane Sall ou pour les gens de l'opposition ou du pouvoir. C'est le bien le plus absolu, c'est le droit le plus absolu du peuple. Alors qu'il y ait une sorte d'apathie citoyenne et qu'on considère que quand des principes aussi importants ont été violés et que la société civile même en vienne à le dire et que ça a été largement documenté et toutes les tricheries engagées durant la campagne de collecte de parrainage, l'argent, le débauche d'argent, les manquements du Conseil constitutionnel qui devraient être à un niveau, s'élever à un niveau supérieur, l'effondrement de la justice de notre pays. Mais ça, c'est très grave pour une société. C'est les signes avancés de la décomposition d'une société. Qu'on veuille ramener ça à des jeunes qui manifestent, au C25 qui se réunit, qui essaie de faire son devoir. C'est vrai, c'est le moins qu'on puisse faire, d'essayer de s'opposer et de résister
face à ce qui constitue un coup d'État en marche. Mais le plus grave pour notre pays, c'est l'effondrement de la conscience citoyenne. L'apathie de beaucoup de milieux. Hier, quand il y avait le M23 ou avant, sous le régime de Diouf, on voyait de grandes plumes, de grands éditoriaux se fendre, des enquêtes approfondies dénoncer ce qui s'est passé. On se rappelle sur la question de l'assassinat de Maître Sey ou le climat qui avait prévalu avant. Il y avait quand même des articles d'une profondeur absolument remarquable. Mais aujourd'hui, tout est ramené à une question de faits divers ou d'affrontement, comme si c'était un match Balla Gaye-Modulo. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du destin de notre pays. Il s'agit de l'avenir de notre pays qui va très très mal. Il s'agit de ce qu'on est en train d'observer en direct, un coup d'État. Le gouvernement avait dit, l'exécutif, le Premier ministre, qu'il n'y aurait que 5 candidats. Il n'y a que 5 candidats. Il s'agit que le Conseil constitutionnel juge de manière absolument anormale et fait honte à la justice de notre pays. Il s'agit qu'on a vu que la Cour suprême et le Conseil constitutionnel éliminer des candidats sur les listes électorales de manière absolument illégale, mais parce que simplement ils ont la force et que personne ne peut faire face à leurs décisions, sauf à recourir effectivement à des manifestations de rue. C'est malheureux que le Sénégal en soit arrivé là, et il faut que de plus de voix, pas seulement l'opposition, pas seulement les jeunes, il faut que plus de voix disent halte à ce qui s'est passé. Vous avez vu, et c'est admirable, un jeune juge qui, de l'intérieur, dit que la justice du pays est malade. Et tout le monde le constate. Tous les citoyens du pays se défient de la justice. Je sais que l'UMS va parler encore, qu'ils vont. Mais personne au monde ne peut nier aujourd'hui que les citoyens sénégalais ne croient plus à la justice. La justice elle-même devrait se remettre en cause dès l'instant où le peuple pour lequel elle s'exprime, et le peuple pour lequel elle rend justice ne croit plus à ce qu'elle fait, ne croit plus aux juges. C'est un pays malade. Quand on ne croit plus à l'Assemblée, quand on ne croit plus à la justice, quand des affaires comme l'affaire de Prodac peuvent être là sans aucune enquête, qu'on peut dans le même temps prendre un Khalifa Sall, l'amener en prison, alors qu'on libère les comptables sans lesquels il n'aurait jamais pu pouvoir disposer des deniers, c'est un pays malade. Alors, ne ramenons pas ça à une question entre l'opposition et le pouvoir. C'est plus profond que ça. Moi, j'étais au pouvoir. Oui. Si c'était une question de vouloir gagner pour gagner, de pouvoir être au pouvoir pour être au pouvoir, de vouloir coûte avoir des militants, je serais resté au pouvoir. Je serais resté dans le système. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de où se situe la vérité. Même si on est seul. J'ai démissionné, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, limogé, etc. Même les mots là qu'on ramène qui peuvent... Mais je suis indifférent à ça. J'ai démissionné parce que je ne me retrouvais plus dans ça. Et j'ai choisi une voie que j'estime être la voie pour l'honneur du pays. Bon, par rapport à la démission, en tout cas, je pense que ce n'est pas important que vous soyez limogé ou démissionné, ce n'est pas important. Mais essayons de savoir les raisons véritables. Parce qu'en fait, on est obligé de revenir là-dessus parce qu'il y a 15 jours, un peu plus, le chef de l'État quand même a évoqué les raisons en tout cas qui l'ont poussé à opter, à faire le choix qui était contraire à votre choix par rapport à l'affaire Total, véritablement. Et il disait que parmi, disons, les firmes pétroliers qui étaient là en présent, Total semblait, pour des raisons qu'il a évoquées, même Total, le gouvernement français qui de temps en temps soutenait le Sénégal, il a dit en ces mots-là. Est-ce que ne serait-ce que sur la base de ces explications qu'il a pu fournir finalement, il n'y avait pas de raison que vous revoyiez votre position par rapport en tout cas, à votre refus de signer quand même ce contrat Total qui vous a valu votre sortie du gouvernement, votre démission, pour vous donner les mots? C'est une question plus complexe que cela. Ah oui. Je pense qu'il faudrait peut-être des heures pour s'exprimer dessus. Mais vous voyez l'immense gêne qu'avait le président et son langage corporel en disait long sur qui avait raison, qui avait tort. Et la minute d'avant d'ailleurs, le président venait de se contredire sur la question du limogeage de Ousmane Ngom ou de la demande de départ de Ousmane Ngom. Alors, un président qui nous a habitués à dire une chose et le contraire. Vraiment, les Sénégalais peuvent eux-mêmes juger. Et quant à la gêne qu'il avait par rapport à ce sujet, je dis et je redis,
c'est plus mon problème, c'est le problème des Sénégalais. C'est le problème de la justice de ce pays. Mais on ne peut pas compter sur la justice. J'ai dit et redit. Pour vous, la justice devait agir dans... Bien évidemment, l'Assemblée nationale devait agir aussi. D'autres devraient agir aussi sur cette question. C'est une question des Sénégalais, de votre pétrole, de notre souveraineté. Ce que le président a dit est clair. C'est en droite ligne de sa mentalité consistant à prendre des Sénégalais pour les vassaux de la France. Même sous la colonie, il nous donnait des desserts avec des cacahuètes et autres. Maintenant, après l'indépendance, on nous donne 65 milliards par-ci, 20 milliards par-là pour nous aider. Comme nous sommes un peuple, comme je l'ai dit, maudit, destiné à être éternellement aidé et ne pas un jour se prendre son destin en main. Personne ne peut contester que Total était en 5e position et que BP était en première position, BP Cosmos. Si on parle de diversité, il y a suffisamment de diversité dans nos bassins. Je ne veux vraiment pas revenir sur ce sujet qui est derrière nous et qui est clos et que je pense que les Sénégalais se sont fait totalement une religion. C'est à nous maintenant de savoir ce qu'on veut. Et je pense d'ailleurs que la décision de m'éliminer du processus de parrainage a été arrêtée depuis par rapport à, entre guillemets, l'affront que j'aurais fait au président de la République dans son bureau, devant son Premier ministre qu'il appelait à la rescousse pour pouvoir témoigner que j'ai été limogé lors de l'émission dont vous parlez. J'ai donc été amené à dire au président de la République de la manière la plus claire que je n'étais pas d'accord. C'est plus difficile. Combien de Sénégalais entrent dans le bureau du président de la République et en ressortent avec des idées changées? Combien de Sénégalais sont allés se coucher devant la République? Vous pensez qu'il vous en veut toujours d'avoir refusé de signer ce contrat? Vous savez que tout ce parrainage-là, c'était un processus de sélection qui devrait sur des critères occultes. Je ne dis pas que ceux qui sont passés n'ont pas réuni les critères. Non. Je dis qu'il y en a qui ont été éliminés parce qu'ils ne devaient jamais rencontrer en campagne électorale le président de la République. Et vous en faites partie? Et je pense que j'en fais partie et je pense que je ne suis pas le seul. Si vous regardez, si on avait le temps, pourquoi on a éliminé X ou Y, Z parmi les gens, vous verrez bien. Vous pensez que M. Abdoul-Maï, qui a démontré de manière remarquable toutes les tricheries qu'il y a eu dans la façon de nous éliminer, ou Thierno Sall, nous allons déposer des fichiers en sachant que ce n'est pas complet, ou en sachant que c'est mal établi. Moi, je suis un homme qui a travaillé dans l'aviation civile. J'ai travaillé dans l'aviation civile. J'ai fait des audits à travers le monde. Je suis, pour ceux qui me connaissent, Sabou Football, d'une extrême rigueur. Et on a passé des nuits à vérifier notre liste. Mais en sachant à l'avance, et beaucoup me l'avaient dit, que je ferais partie des recalés. Et c'est ça qui est malheureux. On invente autre motif. Et on va à l'encontre des décisions que confère la loi au ministre de l'Intérieur de dire comment on remplit la fiche de parrainage. Dans quelles conditions on doit accepter ou invalider le parrainage, puisque c'est le ministère même qui a dressé. Et je vous ai remis le film où Bernard Casimir Cissé disait le 1er septembre sur Samedi Mat qu'on ne peut pas éliminer un parrainage parce qu'il y a une erreur orthographique sur le nom. Ils nous ont éliminé des milliers de parrainages sur ça. Très bien. C'est anormal. Très bien. Alors, tout de suite, en développant par rapport en tout cas à l'exploitation de ressources sur le pétrole, vous avez dit quelque chose d'assez important en disant que, disons, c'est une question de souveraineté relativement par rapport à ce choix. Vous dites que le Sénégal ne doit pas être un vassal de la France. Est-ce que sur le seul exemple, par exemple, de Total, à qui on a attribué des puits de pétrole, on peut en arriver à cette conclusion que tout ce qui s'est fait avec la France? Non, vous m'avez peut-être mal saisi. J'ai dit que lui, par sa conception, on doit être un vassal. Très bien. Mais moi, ma conception, c'est qu'on est un pays libre, qui devons gérer librement notre pays, bien sûr en coopération avec les autres, bien sûr en solidarité avec d'autres. Je ne recuse pas le fait qu'on ait une coopération étroite avec tel ou tel pays, la France ou d'autres. Mais ce que je recuse, c'est que la plupart des secteurs importants de notre économie soient placés entre les mains de privés étrangers. Et quand je dis privés étrangers, il ne s'agit pas seulement que de Français. Et je pense aussi que ce combat que nous menons nous a valu effectivement d'être la cible
de forces occultes étrangères qui n'ont pas voulu que nous participions au parrainage. Vous dites plusieurs secteurs de notre économie. En dehors des ressources pétrolières, quels d'autres secteurs aujourd'hui sont entre les mains de Mais les télécommunications de ce pays sont entre les mains de qui? Les secteurs bancaires, pour l'essentiel, sont contrôlés par qui? La gestion des autoroutes, c'est par qui? L'aéroport du Sénégal, l'aéroport qu'on a construit dans des conditions que j'ai dénoncées à plusieurs reprises, de manière illégale, a été confié à la société turque des bétonneurs qui viennent faire de l'exploitation aéroportuaire en renchérissant. Mais vous avez été quand même ministre des Infrastructures quand même. Quand on a repris la gestion de l'aéroport des mains du régime, le régime libéral, est-ce que les errements que vous dénoncez aujourd'hui, vous ne les avez pas perçus au moment où vous étiez ministre des Infrastructures? Il me semble même que c'est vous qui avez, disons, c'est sous votre magistère que l'actuel DG de l'AIBD a été nommé. Vous me permettrez donc de m'expliquer un peu, ne serait-ce que 2 minutes sur cette question Oui. pour que ce soit clair définitivement. Oui. Effectivement, le DG de l'AIBD, qui était secrétaire général du ministère, je l'ai proposé au président de la République qui a bien voulu le nommer. À l'époque, ce que nous dénoncions, c'était que Dapor, qui était une société constituée pour l'exploitation de l'aéroport, après un appel d'offres, Il y avait appel d'offres. avec un cahier de charges, Très bien. nous dénoncions quand même les nombreuses facilités, pour dire le moins, qui ont été faites à Dapor. Et Dapor s'était immiscé dans la gestion de l'aéroport d'ailleurs de Dakar, avait perçu beaucoup d'argent sans aucune base légale. Et j'avais à l'époque fait une conférence de presse. Mais ce n'est pas parce que j'avais dénoncé ce que faisait Dapor et que j'avais demandé le départ de Dapor qu'il faut attribuer l'aéroport dans des conditions encore pires. Parce que Dapor, Fraport, avait eu l'aéroport après un appel d'offres. Et Fraport, quoi qu'on puisse dire, est une société reconnue mondialement dans la gestion des aéroports. Même si, après, ils ont monté ici, à Freeport, Dapor, toute une cascade de sociétés dans des conditions très douteuses que j'avais à dénoncer. Mais au moins, Fraport était connu dans le milieu de l'aéroport. Alors, ceux qui gèrent actuellement l'aéroport, c'est des bétonneurs. C'est des gens qui étaient venus pour finaliser la construction de l'aéroport, qui ne gèrent aucun aéroport dans le monde, qui ne s'y connaissent pas, premièrement. Deuxièmement, on leur a octroyé l'aéroport dans des conditions qui violent la loi, puisqu'il n'y a pas eu appel d'offres. Et puisque même s'il y avait appel d'offres, ils n'auront aucune compétence pour compétir parce qu'ils ne gèrent pas d'aéroport à travers le monde. Et ensuite, les premières choses qu'ils sont venus, c'est de mettre d'abord de côté beaucoup de compétences sénégalaises, de se partager l'aéroport dans des conditions occultes, absolument occultes, de donner des salons d'honneur ou salon business là pour les voyageurs dans des conditions tout à fait les duty free shop dans ces conditions là. On est à la présidence, on vient le soir visiter le président, oui, on veut ceci, il vous donne. Un pays, ce n'est pas le patrimoine de quelqu'un, c'est ce qu'on dénonce, la patrimonialisation de l'État du Sénégal. Un président ne peut pas s'enfermer à son bureau et dire « Oui, je donne des duty free shop à X, je donne des salons pour les voyageurs, les salons business là à Y, parce que doomu diw la, et je donne à Z, etc. » Sans qu'il y ait aucun appel d'offres, aucune transparence, et que les autres Sénégalais ou les autres entrepreneurs futurs étrangers qui veulent compétir ne puissent être donnés à compétir. C'est dans ces mêmes conditions qu'on donne les terres du pays comme on veut, à qui on veut. Cette patrimonialisation extrême de notre pays qui devient la propriété pratiquement privée de quelqu'un, c'est ça qu'on dénonce. Alors, et là, en parlant de la gestion de l'économie, vous avez dit qu'on donne à des étrangers alors que l'expertise locale est là. Ça me ramène quand même à cette sortie du chef de l'État hier, quand il présidait à l'ouverture de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Quand il disait, il semblait quand même dire que le secteur privé sénégalais aujourd'hui est un peu mou. C'est un secteur privé qui ne s'agite pas pour pouvoir compétir. En tout cas, reproche qu'on fait souvent au pouvoir que le secteur privé national n'a pas de part de marché. Alors, comment vous voyez quand même le secteur privé aujourd'hui national? C'est malheureux que le secteur privé est assez, je pense,
puissant et assez outillé pour répondre. Oui, Baïdy a répondu, mais vous, aujourd'hui, j'arrive. Voilà, dans votre programme... Je dis c'est malheureux, oui. mais c'est l'aveu de l'échec total de la politique du président de la République. La vocation d'un gouvernement, c'est de favoriser les conditions d'émergence du privé, en créant les conditions pour que les talents, les initiatives privées puissent éclore. Vous voyez par exemple quand Bill Gates dans un garage se lançait pour créer Microsoft avec un ami ou Steve Jobs pour iPhone, c'était parce que les conditions de la création d'un écosystème favorable étaient réunies. En un mot, comme en mille, dans un pays où la plupart des marchés de grandes infrastructures sont confiées à des entreprises étrangères. Vous avez vu Dakar Arena, le centre Abdou Diouf, tout ça, des Turcs. Alors qu'il n'y a aucune sous-traitance, il n'y a aucune condition liée à la sous-traitance locale pour pouvoir permettre à des entreprises sénégalaises dans le domaine du BP, des BTP ou ailleurs de pouvoir trouver des marchés. Ila Touba, c'est pareil. Quand l'État ne fait rien pour que le secteur du cuir, vous prenez le cuir sénégalais, 500 000 pots à peu près, si on compte la tabaski, etc., qui, chaque année, quittent le Sénégal, vont au Maroc ou en Italie ou ailleurs, nous reviennent sous forme, les pots, nous reviennent sous forme de cuir ou alors de marakis, de babouches, de sacs à main. Pourquoi le gouvernement, qui met 35 milliards dans Dakar Arena, n'a-t-il pas mis en place un processus pour mettre des centres de métiers avec des zones industrielles à Ngaï, par exemple, pour que le cuir soit transformé localement, pour que les cordonniers et autres soient formés pour pouvoir faire du cuir de très bonne qualité, pour avoir les machines, outils nécessaires pour pouvoir fabriquer les chaussures ici. Nous avons fait un film vidéo là-dessus, nous avons été un peu dans ces milieux-là pour voir dans quelles conditions ils travaillent. Il n'y a aucun programme de financement, de formation et de mise en place de ressources nécessaires pour qu'ils puissent non seulement alimenter le marché local, mais pouvoir aussi se projeter sur l'international. Voilà comment on booste des filières. Le lait, par exemple. Vous allez, pendant l'hivernage, du lait est versé. C'est des privés qui essaient tant bien que mal de créer les conditions dans lesquelles ils essaient de monter des usines de lait, de laiterie ici. Et vous avez vu, la plupart ont échoué. On ne peut pas reprocher aux Sénégalais, depuis Habib Thiam jusqu'à d'autres qui sont en train de s'agiter là-dedans, de s'activer là-dedans, d'avoir pris des initiatives. Ça a donné à quoi? Qu'est-ce que le président fait pour que les mangues ne pourrissent plus en Casamance? Mais plus simplement, parce que même là, on est dans le domaine un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple, pour les 40 000 étudiants, 41 000 étudiants qu'il a lui-même envoyés dans le secteur privé? Il y a un secteur privé de l'enseignement au Sénégal qui essaie d'exister tant bien que mal. Lui-même, il y a envoyé 41 000 étudiants. Il s'est engagé à payer. Il n'a pas payé. Les étudiants se sont retrouvés dans la rue, sacrifiés. Mais là, il s'est dédouané quand même en disant que ce n'était pas une obligation. C'est un effort supplémentaire que l'État a eu à faire pour essayer au moins de résorber un gap d'étudiants qui n'ont pas pu accéder sur la base peut-être des moyennes et tout, des critères à l'université, à l'enseignement public. Bien. D'abord, quand un engagement, c'est un engagement. Il s'est engagé, son gouvernement s'est engagé, c'est un engagement. Après, il peut même si ce n'était pas une obligation pour lui. Dès l'instant où c'est un engagement, ça devient une obligation. N'essayons pas de jouer aux mots. Je reviendrai sur cet aspect de la question, mais je réponds en deux temps. D'abord, je dis, dès l'instant où c'est un engagement, il s'est engagé, c'est des contrats avec les ministres et les instituts privés supérieurs. Il faut faire face à ces obligations. Et par parenthèse, ces instituts auraient pu être une source importante de rentrée de devises parce que si l'État les avait accompagnés comme le fait le Maroc ou comme le fait la Tunisie, beaucoup de pays étrangers, comme à un certain moment, viendraient faire former de la sous-région, faire former leurs étudiants ici au Sénégal et ce serait des rentrées de devises et de l'emploi du Sénégal. Voilà comment on aide le secteur privé. Mais ensuite et surtout, si l'État n'est pas capable de recueillir tous les étudiants à l'université et qu'il met en place des critères et il dit que le bac n'est plus une carte... Le passage obligatoire à l'université. À l'université, il n'a qu'à le déclarer publiquement.
Mais surtout, vous savez, l'enseignement supérieur et cette situation montrent comment Macky Sall manque de vision. Malgré tout le battage médiatique, les milliards dépassés pour en faire la publicité, PSE par ici, etc., tout le battage ici au Sénégal et dans le monde. On organise des sommets de l'émergence, alors que 41 000 étudiants n'arrivent pas à aller. Pourquoi? Parce que, vous voyez, qu'est-ce qui est plus important entre Dakar Arena ou la lutte et une université? Entre le centre Abdou Diouf qui ne sert à rien, qui est fermé tout le temps, oui, c'est lui et ces gens qui vont faire un peu de temps en temps de show, et une université. Je vais vous dire une anecdote. Les Chinois, quand ils ont voulu construire l'arène, ils ont dit au Sénégal, je vous donne une enveloppe, vous en faites ce que vous voulez. Wade avait choisi le Grand Théâtre, tiens, et puis le Musée des civilisations noires. Macky a choisi une arène de lutte. Quand le président chinois est passé ici, il a inauguré cette arène de lutte. Il est allé chez Paul Kagame. Il a inauguré quoi? Une université. Parce que le savoir, voyez-vous, la compétence, c'est la force qui fait bouger le monde. C'est pourquoi la Corée est au-devant de nous. C'est pourquoi le Japon et la Corée, sans ressources naturelles, sont bien loin de beaucoup de pays au monde. La Suisse, on pourrait parler de beaucoup d'autres pays. Macky Sall a choisi de nous construire des centres Abdou Diouf pour faire des conférences. Et c'est lui seul qui fait des conférences, personne ne loue. On s'est endetté à près de 40 milliards qu'on va payer, alors qu'on n'a pas d'amphithéâtre, alors qu'on n'a pas suffisamment de lits dans l'université, alors qu'on n'a pas suffisamment d'ambulances ou de postes de santé. Il met à côté Dakar Arena et les gens disent, oui, c'est nous qui avons demandé ça, il faut bien qu'on aille jouer ça là-bas. On est en train de forcer les gens à quitter Marius Ndiaye pour aller jouer dans son bijou là, dans son joujou là, pour simplement remplir ça parce qu'on n'en avait pas besoin. 35 milliards. C'est ça l'échec de la politique de Macky Sall. Et c'est pourquoi le pays aujourd'hui va mal et dans une situation extrêmement difficile. Alors, le pays va mal, à vous en croire. Aujourd'hui, tout de même... Vous le vivez de toute façon. Je me garde de répondre de toute façon. Vous pouvez le dire puisque vous avez fait l'intérieur du pays. Vous avez fait l'intérieur... Je vous dire pourquoi il va mal. Oui. Vous allez dans la campagne arachidière. Là, c'est encore les amis des dossiers comme Fond Roche, si je lis dans les journaux là et dans des journaux étrangers souvent, qui dit bon, le dossier de Fond Roche sur l'éclairage solaire n'avance pas bien, le TR, il y a quelques difficultés. Bon, vous nous aidez à solder ça et nous, on met de l'argent à disposition de certains opérateurs pour pouvoir acheter votre arachide. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on est tenu. C'est cette chaîne qu'il faut rompre. Pour pouvoir acheter l'arachide du Sénégal, il faut une petite rallonge de la France. Et quand j'étais dans le Saloum il y a 2 mois à peu près, 1 mois et demi, le kilo d'arachide était en Dramé Escale où j'étais passé ce jour à 165 francs, contrairement aux 210. Un paysan me disait à Mabo, dans le Kaffrine, vous voyez, nous sommes en train de construire un enclos. Un enclos. Pour pouvoir garder nos bêtes. Et chaque soir, il y a un groupe parmi les hommes qui doivent veiller pour qu'on ne vole pas les bêtes. Moi, je suis de Tours chaque mardi. Je peux vous donner son numéro, vous allez vérifier. Et il dit en même temps, notre arachide est là, on n'arrive pas à vendre. Et imaginez quand on a un enfant malade ou une femme qui doit accoucher, on est obligé de bazarder. Et pendant ce temps, moi, qui étais en tournée, j'avais 4 renseignements généraux avec une pick-up pour me suivre. Vous voyez ici, là, quand il y a eu le combat de lutte, en pleine rue, dans Dakar, vous avez vu les images? Oui. Des agresseurs qui sont en train d'agresser des gens et de leur arracher leurs bijoux. Dans des taxis, vous avez vu? Un déferlement. Pendant ce temps, la police et la gendarmerie sont aux 4 coins de Dakar pour chasser de l'opposant. Oui, le pays va mal. Personne ne peut le nier. Et notre rôle à tous, oui, y compris, je pense, la presse. La presse, oui. Ce n'est pas simplement de faire un jeu d'équilibrisme, oui, entre le pouvoir et l'opposition. C'est de dire le constat, le pays va mal. Très bien. Heureusement que vous le faites, entre autres personnes également qui constatent et qui font leur rapport. Alors, le pays va mal, mais beaucoup pensent qu'aujourd'hui, parce que le Sénégal, ce n'est pas simplement l'élection du 24 février. Vous êtes engagé en politique, c'est pour, vous l'avez bien précisé à l'entame, c'est pour des générations après, c'est pour le pays. C'est au-delà du 24 février 2019.
Mais pour les perspectives, beaucoup, surtout du camp du pouvoir, vous diront que tout ira bien après l'exploitation du pétrole et du gaz. Les ressources qui ont été retrouvées, même s'il y a beaucoup de salive qui continue à couler par rapport à l'exploitation de ces ressources, mais le chef de l'État vous dira que l'exploitation n'a pas encore commencé. Alors, pour faire taire beaucoup de supputations, vous, je disais que vous êtes ingénieur, vous avez été ministre dans ce département de l'énergie. Par rapport à l'exploitation du pétrole, tantôt on nous dit que le Sénégal commence en tout cas disons, à récolter les dividendes. Parfois, on nous dit que ce n'est pas le moment. Vous dites quoi concrètement? Est-ce que le Sénégal commence véritablement à bénéficier du pétrole en partant en tout cas des accords qui ont été signés jusqu'à l'étape de l'exploitation qui est fixée à partir de 2021? Oui, vous savez, entre le moment où on découvre des ressources en hydrocarbures, pétrole ou gaz, et le moment où on commence à vendre, il se passe un temps assez long, un délai de 5 à 7 ans en général. Nous sommes dans cette phase. Nous notons beaucoup de précipitations durant cette période. Des accords ont été signés avec les compagnies étrangères et la Mauritanie qui devraient être rendus publics pour que les Sénégalais en connaissent. À ce qu'il semble, parce que je n'ai pas les éléments, des décisions finales d'investissement ont été signées par rapport à l'exploitation du gaz, suivant un concept qui n'a pas tout à fait été validé. Mais le plus important, c'est qu'il y a une phase importante qui a été sautée, c'est-à-dire la certification de l'ensemble de nos ressources. Vous savez, quand on découvre, la compagnie dit « j'ai à peu près trouvé pour tant de milliards de mètres cubes ou de barils ou de extra en réserve. » Et sur ces bases, veut investir pour l'exploitation. Ces investissements vont être recouvrés par la compagnie avant qu'on se partage. Donc le niveau d'investissement requis et les sommes investies reviendront à la compagnie. Il est important dans ces conditions que l'État, avant de donner un quitus pour ces investissements, sache d'abord est-ce que les réserves là sont des réserves à la hauteur de ce que la compagnie a estimé. D'où le besoin d'une certification indépendante qui a été prévue par la législation. Jusqu'au moment où je quittais, ça n'a pas été fait et il me semble que ce n'est pas le cas. Par ailleurs, malgré l'existence du COS, malgré que le chef de l'État lui-même se vante d'être un géologue, ça n'a rien à voir avec la conception et la construction des infrastructures nécessaires à l'exploitation du pétrole. Et l'équipe que moi j'avais à disposition au ministère et le COS n'ont pas les compétences requises pour pouvoir discuter avec ces grandes compagnies. Ah oui? C'est pourquoi j'avais voulu nous faire accompagner par des cabinets sélectionnés au niveau international pour pouvoir discuter d'égal à égal avec les compagnies pétrolières. Mais entre-temps, on s'est précipité pour prendre beaucoup de décisions. Et c'est les compagnies qui poussent, parce que comme il y a une incertitude par rapport au changement du régime, et comme Macky Sall est assez complaisant vis-à-vis de leurs demandes, ils savent que peut-être ceux qui vont venir ne vont pas être de la même complaisance. Et ils ont poussé pour que beaucoup soient signés. Vous ne trouvez pas suspect quand même, M. Faye, qu'à la veille des élections, qu'on invente des procédures d'urgence pour pouvoir remodeler le code pétrolier. Qu'est-ce qu'on est en train de changer dans ce code pétrolier qui soit aussi urgent alors qu'on a distribué l'ensemble de nos blocs quasiment pour que, qu'est-ce qui est assez urgent pour que pendant qu'on va aux élections, à 2 mois des élections, on convoque l'Assemblée dans des procédures d'urgence pour remodeler le code pétrolier. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Et moi, ce qui m'effraie, c'est que nous tous, nous semblons nous désintéresser de plus en plus des choses fondamentales qui vont modeler notre avenir dans les 20, 30, 40 prochaines années. Il y a comme une apathie, comme je disais, que 41 000 étudiants soient dans la rue, ce n'est pas grave. Que nous remodelons le code pétrolier dans ces conditions, ce n'est pas grave. Que, etc., etc. Les gens vont plus discuter d'un match, d'un combat de lutte ou d'un match de Liverpool, les performances de Mohamed Salah contre les performances de Sadio Mané, que sur l'avenir de notre pays. Mais c'est très grave. C'est très grave. Et je terminerai en disant une chose. Ça également, beaucoup d'intellectuels et des gens qui répètent ce que le gouvernement dit à tue-tête, disent que oui, on est dans la phase d'exploration et de construction d'infrastructures, il n'y a pas d'argent qui est dépensé. Oui. C'est faux. Vous savez que les contrats qu'on donne de manière
fallacieuses comme ça, en violant les lois, pourquoi celui qui les donne dans ces conditions les donne? Pourquoi il a intérêt à violer la loi? Je vais être plus précis même. Quand Timis sort, puisque vous savez que Timis, c'est lui qui avait les blocs de Kayar, offshore profond, et de Saint-Louis, offshore profond. Il avait 30%. Les autres 90%, il avait au départ. Les autres 60%, il avait vendu à BP et à Cosmos. Cosmos puis BP. Les 30% qui restent. Timis s'en est plus ou moins débarrassé. Pas totalement, mais plus ou moins. Mais en sortant, combien BP et Cosmos lui ont payé? Il y a de l'argent qui a été échangé. C'est des milliards qui ont été échangés. Ah oui. Alors, quand les gens ne savent pas, qu'ils disent qu'ils ne savent pas, ou qu'ils soient très prudents dans des matières où, de toute façon, comme c'est du pétrole, c'est du noir, c'est le chef de l'État quand même qui appelle et qui dit que oui, il faut laisser quand même le débat sur le pétrole. Mais il a intérêt. C'est ce qu'il dit. Il a intérêt. Donc, les questions nationales. Oui. Vous savez, le chef d'État, comme Lula, aurait pu être un ouvrier, aurait pu être un journaliste, aurait pu être... Les questions essentielles pour le pays ne peuvent pas être des questions d'experts. Sinon, on dirait qu'à l'Assemblée nationale, il n'y aurait que des experts, puisque c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi. C'est des questions qui intéressent éminemment le pays. On doit leur expliquer de façon simple, intelligible, mais surtout, les institutions qui sont chargées d'assurer le contrôle, pour savoir effectivement si tout est fait suivant les normes et les lois. Quand ils entendent un ancien ministre comme moi, ou un ancien Premier ministre comme Abdoul Mbaye, ou d'autres dire que, ah, attention, la loi a été violée. Mais là, ce n'est plus une question d'expert, c'est une question de qui a raison, qui a tort. Est-ce que Abdoul Mbaye a raison en disant qu'on lui a fait signer du faux, et c'est sur ces bases que Timis a eu des permis? Est-ce qu'il existe un rapport d'inspection générale? Ça, il l'a dit même sur ce plateau, oui. Oui, est-ce qu'il existe un rapport d'inspection générale qui dit très nettement que le contrat attribué à Tunis l'a été dans des conditions illégales et malgré tout, Macky Sall a promulgué un décret, a signé un décret pour attribuer à Timis ses permis? Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Ça, c'est pas un problème d'expert, c'est un problème de justice et de citoyens. Les institutions devraient au moins c'est la moindre des choses. Et nous, on a l'impression, finalement, Abdoul Mbaye, moi, d'autres, de parler, de défendre des citoyens qui ne veulent pas être défendus. Nous continuerons. Peut-être qu'ils vont entendre votre appel. Nous continuerons. Voilà, cette question-là, je pense que ceux qui doivent en saisir, l'opinion publique, ceux qui doivent alerter l'opinion publique, ceux qui doivent jouer le rôle de justice, etc., doivent se saisir de ces questions. Très bien. Mais de toute façon, ce sera fait. Hein? Oui, merci. Ça, je peux vous le dire. Tant qu'on est vivant, le moment viendra. D'accord. C'est pourquoi j'ai dit que le Sénégal ne s'arrête pas au 24 février. Et de toute façon... C'est pourquoi, d'ailleurs, on n'a pas voulu qu'on participe aux élections. Merci. Merci, M. Thierno Alassane Sall. Vous avez répondu à notre invitation au nom de la République des Valeurs, votre mouvement politique que vous dirigez. Vous êtes, pour rappel, ancien ministre. Vous êtes ingénieur en aviation civile, entre autres expériences professionnelles, à la fois politiques, que vous avez glanées pendant votre cursus. Nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement. Au nom de toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cet entretien, nous vous remercions.